Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actualité? On a OP11 qui devrait pas tarder à pointer le bout de son nez sur One Piece avec EB2 qui va sortir fin mai. Pour ceux qui nous demandent quand est-ce qu'il y aura du EB2 sur labelcarte.fr, on attend toujours nos allocations. C'est toujours très compliqué la distribution de One Piece. On peut jamais vraiment savoir ce que l'on va avoir à l'avance. Et donc c'est très difficile pour nous de mettre des phases de précommande. Donc voilà, on droppera nos quantités quand on saura ce qu'on a sur le site labelcarte.fr. N'hésitez pas à vous tenir au courant, à suivre les Instagram. Parce qu'évidemment, dès qu'un produit est drop, on fait une story. Donc du coup, ceux qui nous suivent le savent et peuvent cliquer le produit. Il y a eu de nouvelles annonces avec l'OP12 et une nouvelle DA. Ouais, j'ai vu Bounty, j'ai vu. Je suis mitigé. J'ai l'impression de voir les cartes League of Legends. Là, c'est un peu zarbe, mais ma foi. Je vous annonce aussi que normalement, encore une fois, soumis à allocation, peut-être qu'il y aura des cuts, les quantités vont être compliquées. Je ne sais pas à quel point ils ont prévu pour le marché occidental de faire des quantités raisonnables et fit avec la demande et l'engouement qu'on a nous en Europe. Mais normalement, on devrait pouvoir vous proposer le TCG Rift Band, donc League of Legends en anglais, qui sortira en octobre 2025 sur la belle carte. Donc voilà, si jamais vous pensiez découvrir League of Legends, vous vouliez prendre des produits, bah, peut-être que vous devriez garder une petite partie de votre budget TCG pour pouvoir en faire profiter, évidemment, notre société labelcarte.fr. Dès qu'on a, encore une fois, les quantités, les allocations et compagnie, on liste sur le site et vous pouvez nous soutenir en achetant dessus. Mais voilà, il y a des catalogues fournisseurs auxquels on n'a pas accès. Il se trouve que League of Legends TCG Rift Band devrait être fourni par un fournisseur auquel on a accès. Donc normalement, à moins que les allocations soient hyper basses, on devrait pouvoir vous proposer du League of Legends. Et ça nous ravit, on est très heureux. Oui, on me l'a déjà demandé, mais je vais en remettre une couche et de toute façon, ça sera un des sujets du podcast Multi-TCG de mercredi prochain où on pourra débattre de ça rapidement avec PL. Mais là, je peux te le dire de manière succincte. Oui, c'est une bonne chose que l'Orcana mette en place une rotation. C'est pas forcément trop tôt, je pense que c'est le bon timing. One Piece a mis 4 sets de plus à l'annoncer. Star Wars a mis 4 sets de moins à l'annoncer. Donc globalement, l'Orcana est un peu dans la norme et dans la moyenne de ce qu'un TCG émergent a comme timing pour annoncer sa rotation. Est-ce qu'il y a besoin d'une rotation? C'est autre chose que la question du timing. Oui. Si tu veux éviter le paywall à l'entrée, le vertige des nouveaux joueurs qui ne savent pas quoi récupérer pour entrer dans ton jeu et que chaque set doivent power creep le précédent, donc c'est-à-dire faire des cartes plus puissantes qui invalident les précédentes pour pouvoir continuer à exister, tu es malheureusement obligé de mettre en place une rotation. Ce qui peut différer et ce qui peut apporter du crédit à certains TCG, c'est la manière que tu as de rotationner. La plupart des TCG, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier, et parce qu'ils ne cherchent pas à avoir l'élégance d'un Flesh and Blood par exemple, partent sur une rotation artificielle, c'est-à-dire qu'on prend des blocs de séries qui rotationnent chaque année, qui nous permet d'avoir tout le temps le même nombre de séries légales dans le format standard, et qui permettent aux nouveaux entrants de se concentrer sur un nombre de produits plus limité. Rotation artificielle, classique, qui fonctionne chez tout le monde, notamment mis en place par Magic. Tu peux aussi avoir des rotations naturelles, avec un système de points donné à certains héros, comme notamment le format Living Legend de Flesh and Blood, qui, je le répète, n'est pas un système d'équilibrage, mais bien un système de rotation. C'est juste que la rotation est du coup naturelle et non pas artificielle. Donc, qu'importe le style de rotation qu'il faut, il faut qu'il y ait une rotation. S'il n'y a pas de rotation, ton jeu il est régi comme Yu-Gi-Oh! Et Dieu sait que j'adore Yu-Gi-Oh! Et que Yu-Gi-Oh! A plein de qualités, mais il a aussi certains défauts. C'est-à-dire que la rotation à Yu-Gi-Oh! C'est une rotation qui se fait par la banlist. C'est Konami qui charcute son format pour vous inciter à jouer les nouveaux archétypes. Et par le power creep, c'est-à-dire qu'on imprime des cartes qui sont plus fortes que les cartes précédentes. C'est une manière de faire. Yu-Gi-Oh! A plein de qualités, mais pour moi, pas celle-là. Donc oui, évidemment que la rotation dans l'Orcana, c'est au-delà d'être une bonne chose, c'est nécessaire pour la pérennité de ton jeu. Est-ce que Altered avait annoncé un type de format? Il me semble pas que Altered se soit encore décidé sur un type de format. Altered, c'est un jeu qui est jeune. Il y a deux sets qui sont sortis actuellement. Donc, de par le fait qu'il y ait deux sets qui soient sortis actuellement, ils ne sont pas encore dans l'obligation de se positionner sur le type de rotation qu'ils veulent mettre en place. Peut-être qu'ils viendront à une rotation naturelle, avec peut-être des factions qui vont engranger des points et compagnie. Peut-être qu'ils opteront pour une rotation artificielle. Je ne suis pas dans les secrets. Je pense qu'une rotation à la flèche serait un bon choix par rapport à une rotation qui poserait problème, à mon sens, vis-à-vis des uniques notamment. Euh,
Ouais, une rotation à la flèche, ça fonctionne dès lors en plus que tu joues avec des héros et avec des leaders. Donc ça se prête très très bien à alter d'une rotation Flesh and Blood. Les rotations c'est top, faut juste pas créer 36 formats. Ouais, oui, bah tu peux tomber dans. Attention, une rotation, c'est aussi un espèce de point d'équilibre un peu judicieux à trouver. Tu peux aussi créer 46 formats comme Magic et morceler ton audience. Tout à fait. Si Yu-Gi-Oh! Est capable de remplir 2600 joueurs en 24 heures, c'est bien parce qu'il n'y a pas de rotation, pas de format et qu'ils ont qu'un seul format. Si tu veux jouer à Yu-Gi-Oh! C'est que tout le monde joue au même jeu. Et ce qui est pas inintéressant non plus dans la philosophie, mais ce qui dans l'accessibilité, dans la pratique pure et dure, est quand même difficilement une qualité, quoi. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on trouve que Yu-Gi-Oh! C'est compliqué. Il n'y a pas de rotation. La rotation, c'est la sortie de T7 et Konami qui tranche dans le gras. Ça amène des points positifs sur le fait que tout le monde se réunit sous le même maillot finalement, mais ça part d'un défaut à la base, quoi. Ça part d'un défaut. Donc j'entends que la rotation puisse avoir son lot de contre-arguments. Je dis pas que la rotation c'est 100% positif, mais c'est jamais en dessous de 50% en tout cas. Je veux dire, dans la balance, c'est toujours positif, quand bien même ça apporte des contre-arguments et des défauts. Une rotation, ça perd les nouveaux ou les joueurs potentiels qui ne se sont pas lancés. Non, Estève, c'est pas la rotation. J'ai pas le début, je sais pas si tu disais la non-rotation ou la rotation, parce que c'est l'inverse. Une rotation, ça évite que les nouveaux soient perdus, justement. Et ça permet à tous les potentiels joueurs. Le nombre de commentaires, moi, que j'ai, qui me disent ah, super, avec la rotation One Piece, je vais pouvoir m'y mettre. Tu vois. J'attendais la rotation pour me lancer. Ou pareil pour Star Wars. C'est plutôt au contraire gage d'engagement que gage de. En vrai, la rotation, ça fait chier que les mecs qui étaient là au début du jeu. Parce qu'eux, ils se disent ah, j'ai une partie de ma collection qui est plus utilisable. Ce qui est faux. Parce que tous les jeux qui annoncent une rotation, généralement, ils annoncent aussi un format éternel pour pouvoir continuer à réutiliser ta carte, voire ils font des reprints sur les cartes clés pour qu'elles soient toujours légales et jouables. Donc, c'est de l'argument très personnel. Voilà, quand tu es déçu de la rotation, c'est plutôt. Tu raisonnes pas pour le bien du jeu, mais c'est plutôt pour le bien de ton investissement et de ta collection. Tu as l'impression que tes cartes perso vont dévaluer. Est-ce que c'est un argument qui est important dans le grand ensemble qu'est la gestion d'un TCG? Je ne crois pas, tu vois. Moi, il y a plein de décisions de TCG qui m'impactent personnellement de manière négative, mais dont je sais que ce sont des décisions bonnes pour le grand ensemble de la gestion du TCG, tu vois. Donc parfois, il faut être capable de prendre du recul sur toi, ce qui est négatif à un instant T, mais qui est positif pour tout le monde, quoi. Moi, pour le coup, qui ne joue pas à l'Orcana, le set Fabled me tente. Ouais, il a l'air très très cool. Il a l'air très bien. Une rotation, ça veut dire oh, cette carte, elle n'est pas jouable. Je pense à des nouveaux dans le monde du TCG qui ne savent pas comment ça marche. Oui, ça demande un petit peu d'éducation. Je suis d'accord avec toi, Estève. C'est pas 100%, encore une fois, c'est pas 100% bien. Ça demande d'éduquer les gens, de leur faire comprendre. Mais quelqu'un qui connaît. C'est un peu mon propos tout à l'heure. C'est pour ça que des créateurs de contenu, je pense qu'il y a très peu de gens qui vont vous dire que la rotation, c'est pas bien. Quelqu'un qui connaît, qui suit l'actualité des TCG, bah, du coup, lui, il est éduqué. Et donc, du coup, lui, il sait à quel point ça peut être important une rotation. Et on est tous capables, à notre échelle, de faire comprendre aux nouveaux joueurs pourquoi c'est bien. Inversement, moi, j'ai souvent entendu le- l'argument suivant de ah putain, me lancer dans Magic, là, il y a 70 extensions, je sais pas par où commencer. Donc, tu vois, en fait, le vertige, il va dans les deux sens, qu'il y ait une rotation ou pas. Donc finalement, on prend juste la formule qui est la meilleure pour la santé du jeu, c'est-à-dire d'éviter le power creep. Et dans ce cas-là, on prend la rotation, parce que qu'il y ait rotation ou pas rotation, un nouveau joueur, il est perdu pour des raisons différentes. C'est juste que quand il est perdu parce qu'il y a une rotation, tu peux justement lui expliquer pourquoi c'est bien. Et dans ce cas-là, il est plus perdu. Il est plus perdu. Alors que quand il n'y a pas de rotation, bah, il est perdu flat et tu pourras rien y faire, quoi. Parce que le vertige de trop de cartes et d'un format trop vaste. Au final, il y a toujours une rotation, qu'elle soit organisée par le jeu ou imposée par le power creep. En même temps, un jeu sans rotation, c'est un jeu de société, non? Non, il y a des jeux sans rotation. Yu-Gi-Oh! Est un jeu sans rotation, mais toi, ton propos, ok, j'entends ton propos, c'est que en fait, dans Yu-Gi-Oh! Il y a une rotation. La rotation, c'est le power creep. La rotation, c'est la main de Konami qui triture le format. Et s'il n'y a pas de rotation, c'est qu'il n'y a pas de renouvellement, et du coup, c'est un jeu de société. Ok, j'ai le propos, t'as raison, je suis d'accord avec toi, Master. En fait, c'est ça. S'il n'y a pas de rotation,
Dans ce cas-là, il y a une rotation et c'est une rotation brutale. Vous préférez une rotation organisée, préparée, dont vous savez qu'elle va arriver et que chaque année, elle va exister. Vous pouvez l'anticiper, la prendre en compte. Alors que les jeux sans rotation, ce sont des rotations de power creep qui invalident vos cartes, et dans ce cas-là, ou alors des banlistes, et ce sont des rotations brutales, à la fois pour le portefeuille des gens et à la fois pour le format. Donc oui, en fait, il y a toujours une rotation. Tu as raison, Master. J'adhère à ton argument. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actualité TCG dont on pourrait discuter? C'est quoi les bails du jour? Flesh and Blood, on attend tout ça ici. Je sais pas s'il y a des fabistes, des blooders sur le chat. Si jamais vous allez partir sur le produit. Moi, ça y est, hein, j'ai préco mes displays. On ouvrira ça évidemment en live parce que ça va être la fête, quoi. Pionnier sur Arena remplace Explorer, tu as vu? C'est très bien. C'était attendu, une 79. Ça, j'ai l'impression que c'est l'Arlésienne. C'est le truc qui est attendu depuis genre. Excusez-moi. Genre le pionnier qui devient l'Explorer, c'est attendu depuis 3 ans, je pense. Biloun33 qui nous dit du coup, t'as préco 8 boîtes Fab. Oui. Oui. J'ai préco 8 boîtes. J'ai eu du mal, d'ailleurs, étonnamment, à préco 8 boîtes parce que je ne sais pas pourquoi, exceptionnellement, sur ce produit-là, Ices, j'ai eu du mal à trouver des boîtes anglaises. C'était très facile de préco des boîtes françaises, mais je voulais spécifiquement avoir des boîtes anglaises. Avec la belle carte, n'ayant pas de boutique physique, on ne pouvait pas passer par nos fournisseurs pour en avoir. Donc j'ai dû acheter à titre personnel. Et donc du coup, je ne pouvais pas passer par mes fournisseurs. Et donc trouver un site qui me faisait des cases de 4 displays en anglais, les gars, étonnamment, c'était pas facile. Même si vous allez sur Play-in, je crois qu'il n'y a que les boîtes françaises pour l'instant. Pourquoi tu préco en anglais et pas en français? Parce que je me suis fait influencer par mon pote Lancelot, qui lui est gros enthousiaste sur Flesh and Blood, que ce soit collection ou jeu. On a beaucoup parlé de Fab, c'est notamment ce qui nous a amené à faire la vidéo qui est sortie sur la chaîne MultiTCG, que vous avez adoré d'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur cette vidéo-là. Et c'est vrai que moi j'avais tendance à me foutre un peu de la langue, j'achetais anglais ou français, dès lors que je comprends la langue, je n'avais pas trop de problématiques là-dessus. Juste j'achète pas en allemand, en espagnol ou en italien. En fait, comme à Magic, quoi, j'achète les langues que je peux consommer et comprendre, quoi. Ce qui est un peu faux pour le japonais. Je peux acheter aussi en japonais juste parce que je trouve ça esthétique, mais dans ce cas-là, je sais ce que fait la carte. Bref, j'étais vraiment multilangue et je m'en foutais. Et Lancelot m'a un peu, il m'a un peu mis dans la tête, il m'a un peu planté la graine que l'anglais c'était quand même pas mal. Parce que Flesh and Blood, c'est pas un jeu qui est hyper zoné en France, à la différence de Magic où tes cartes françaises, tu les revendras très facilement en France, en fait, sans aucun problème. Flesh and Blood, c'est pas un jeu qui est encore aussi démocratisé de manière locale en France. C'est vraiment un énorme TCG à l'échelle mondiale. C'est encore un TCG un peu plus confidentiel à l'échelle française. Et donc, quand tu veux revendre tes cartes, que ce soit des cartes de jeu ou des cartes de collection, tu trouveras beaucoup plus facilement preneur instantanément avec des cartes anglaises qu'avec des cartes françaises. C'est un peu à l'inverse de ce que tu aurais sur Magic ou Yu-Gi-Oh! Où les cartes françaises coûtent même plus cher parce qu'en fait, tu as une assez grosse demande en France qui demande spécifiquement du français pour pouvoir donc du coup avoir une demande assez importante pour que les offres que tu mettes sur le marché en français partent facilement. Sur Flesh and Blood, le français ça reste ok, il y a quand même une vraie demande, mais dans tous les cas, tu as quand même un champ des possibles qui est plus large avec des cartes anglaises. Et ça ne veut pas dire que c'est totalement absolu et que tout le monde doit penser comme ça. Si vous aimez comprendre vos cartes et avoir le nom des cartes en français, continuez à consommer en français. En vrai, je trouve ça cool aussi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Flesh and Blood par le prisme du jeu et de la collection. Et ça m'arrive parfois de faire fluctuer ma collection. Et donc, du coup, je suis gagnant, je pense, à avoir des cartes anglaises. Ouais. Donc ouais, je me suis juste fait un peu influencer par Lancelot là-dessus, qui m'a dit quand même poulet, prends tes cartes en anglais, ça mange pas de pain. Et je trouve qu'il a pas tort. Mais en même temps, ça me gêne un peu de dire ça parce que Flesh and Blood, et en tout cas ceux qui s'occupent de Flesh and Blood en France, se sont butés pour que le français arrive sur le jeu. Ils se sont butés pour que l'arrêt du multilangue, entre guillemets, sur Flesh and Blood ne prenne pas en compte le français. En gros, là, Flesh and Blood va arrêter les impressions multilangues, excepté pour le français et le japonais.
mais c'est-à-dire qu'ils vont arrêter l'italien, l'Espagne et compagnie, parce qu'on est un pays qui est quand même très attaché à sa langue maternelle, et parce que la personne qui s'occupe de Fab France s'est butée pour qu'on ait encore accès à du Flesh and Blood français. Et en tant que créateur de contenu, j'ai quand même une certaine vitrine, et ça me gêne un peu de faire la promotion du on s'en fout du français, acheter anglais. En fait, ça s'applique à moi. C'est un choix personnel pour des raisons que j'ai invoquées. Et en même temps, je trouve ça hyper important parce que c'est pour l'accessibilité du jeu, pour que les gens puissent découvrir le jeu. On a besoin que Flesh and Blood soit traduit en français, on a besoin que les boîtes françaises soient achetées, on a besoin que des gens consomment français. Et donc, je suis un peu dans ce truc de faites ce que je dis, pas ce que je fais, qui me gêne un peu. C'est-à-dire qu'en gros, le discours que j'ai par rapport à Flesh and Blood français est pas du tout raccord avec la pratique que j'ai. Donc c'est un peu, c'est un peu un peu contre-productif le discours que j'ai là-dessus, quoi. En gros, je vous incite à consommer Fab français parce que c'est important de conserver la langue française en France pour démocratiser le jeu. Et en même temps, moi, j'achète anglais, donc c'est un peu bizarre, quoi. Comment dire? C'est une contradiction personnelle que j'ai là-dessus, quoi. Ma vie de créateur de contenu, donc avec la petite tribune que je peux avoir dans le TCG, m'incite à valoriser les cartes françaises de Flesh and Blood. Et ma consommation personnelle, on nommait le Val public, mais on prend le Val privé. Je consomme du Flesh and Blood anglais. Donc voilà, j'ai une contradiction là-dessus qui me met pas hyper à l'aise. C'est pas hyper joyeux d'avoir une contradiction là-dessus, mais je l'assume totalement. As-tu eu l'occasion de te pencher sur Nexus et si oui, qu'en penses-tu? Plus que me pencher, j'ai fait une opération sponsorisée le week-end passé chez les joueurs du dimanche. On a fait un mini tournoi qui sortira fin mai pour le Kickstarter et j'ai adoré le jeu. Moi, à tel point que je vais recevoir le jeu chez moi et que je pense que c'est vraiment la meilleure manière d'introduire des gens au TCG sans tout l'écosystème qui va autour. Non, c'est pas un TCG Nexus. Bidoun, c'est pas du tout un TCG. C'est un jeu de société qui reprend le gameplay d'un TCG. Mais du coup, c'est cool. Pour ceux qui veulent pas tout l'écosystème financier lié au TCG, ou pour faire découvrir le TCG à tes amis, c'est une version hyper édulcorée, quoi. C'est quoi ton avis actuel sur Magic en général? Elle est intéressante, ta question. Elle est intéressante parce que Magic, ça restera toujours pour moi Quand tu commences comme ça sent pas bon, tu vois. Ça restera toujours pour moi le big boss, le père de tous les TCG, celui qui a tout créé, celui qui a tout inventé. Mais je trouve que tous les TCG émergents ont malheureusement cette chance de passer par toutes les portes que Magic a ouvertes et d'éviter toutes les erreurs que Magic a pu faire. Et donc, quand bien même Magic reste pour moi le jeu le plus profond, les meilleures mathématiques et à tryhard le gameplay le plus satisfaisant, quand tu joues à plein de TCG, c'est hyper satisfaisant d'aller sur des TCG émergents qui gomment beaucoup de frustrations que Magic n'a pas choisi de gommer, et a raison, je pense qu'il ne faut pas qu'il le fasse. Il a ce côté élitiste pour lequel on adhère ou pour lequel malheureusement on n'adhère pas, mais qui fait son identité. En termes d'univers et de cohérence, vous le savez, je ne l'ai jamais caché, j'ai jamais été grand fan des Universe Beyond, et en même temps j'ai un peu le syndrome de Stockholm en collection, et j'achète, tu vois, les Marvel, les Bob l'éponge et compagnie, tu vois. Maintenant que c'est là, je suis un peu... ok, syndrome de Stockholm, vous m'avez eu, quoi. Mais je trouve qu'effectivement, on y perd en cohérence, on n'est plus trop dans cet univers fantasy que j'ai connu dans mon enfance, qui fait que j'adhère moins à... Tu vois, la collection Magic, je vais surtout sur mes sets d'enfance et d'adolescence, Magic, Invasion et compagnie, ça ne me viendrait pas trop à l'esprit, à l'idée de collectionner du Magic récent. Donc Magic, j'en ai une consommation très virtuelle, je joue surtout sur Magic Arena, sur lequel je prends beaucoup de plaisir, notamment en standard, quand le standard est renouvelé. Mais par contre, le Magic papier, ce qui pendant un moment a été quand même ma consommation de jeux TCG principale, hein, c'est vraiment maintenant plus du tout une prio pour moi. Genre vraiment Magic, pour moi maintenant c'est Magic Arena. Et si jamais je vais sur du Magic papier, c'est du Commander multi pour jouer avec la communauté quand je me déplace, mais c'est plus pour faire plaisir aux gens qui m'entourent plus que pour moi personnellement. Et pour moi personnellement, si je devais jouer à du Magic en papier, on serait sur des formats avec des cartes vintage, on serait sur du Duel Commander. Ça m'arrive de temps à autre d'en faire. Là actuellement, ça fait un bail que j'en ai pas fait, mais
Mais voilà, où je vais être attiré par des formats comme le pré-moderne qui réémule entre guillemets des vieux formats, en tout cas des cartes emblématiques de l'histoire de Magic avec du All-Frame et compagnie. Donc mon avis actuel sur Magic, c'est que c'est le GOAT, mais à titre perso, c'est pas celui que j'ai envie de fumer le plus, quoi. Euh, Parce que ça fait 8 ans que je fais de la création de contenu dessus, parce que je dépense beaucoup d'argent sur Arena, et donc du coup ça me fait chier de double dépenser. En gros, quand je dépense des centaines d'euros par set dans Magic Arena, j'ai pas envie de le faire en physique pour jouer en standard physique, alors que ça me bute que le standard physique soit un peu tombé en désuétude en France. Donc voilà, Magic, c'est un peu. J'ai pas un avis hyper carré là-dessus. Et en termes de cohérence, d'univers et compagnie, bah, je vais préférer collectionner du Flesh and Blood ou du One Piece que du Magic. Et en même temps, je suis ravi de récupérer des vieilles cartes All Frame Foil de mon enfance. Donc, voilà, je pense que pour conclure un peu, j'ai un attrait hyper puissant, peut-être plus puissant que sur tous les TCG sur Magic, mais qui est guidé par la nostalgie. C'est le seul TCG sur lequel j'ai ça. Ce qui me hype dans le récent et dans les nouveautés, c'est pas forcément Magic. Magic, j'ai vraiment un attrait, un fit, une émotion qui est vraiment guidée par la nostalgie. Et je suis beaucoup moins ancré dans le présent dans Magic. C'est très compréhensible comme raisonnement, surtout quand tu fais du multi-TCG, je pense. Ouais. J'ai une question à te poser. N'as-tu pas l'impression qu'il y a bien trop de TCG qui sortent? Je demande cela car j'ai connu Magic à sa sortie en 94 et l'engouement qui a suivi avec beaucoup de TCG, D&D, Star Wars, Star Trek, Vampire, L5R, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Marvel TCG. Warcraft TCG est sorti de 95 à 2005 et seulement 3 ont survécu. N'as-tu pas l'impression que l'on est dans une situation similaire, que beaucoup de TCG actuels ne vont pas survivre au-delà des 2-3 ans? Écoute, sans te faire, c'est incroyable que tu poses la question parce que c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu dans une vidéo qui s'appelle l'ère multi-TCG. Et dont je discute justement de tout ça, le fait que cette vague multi-TCG, cette nouvelle ère multi-TCG, elle a déjà existé post-Magic, que du coup cette nouvelle ère, entre guillemets, elle est quand même un peu différente parce qu'à l'époque, les jeux voulaient être des Magic killers et prendre la place de Magic. La différence de cette nouvelle ère, c'est que maintenant les TCG savent qu'ils vivent dans un écosystème avec plein de TCG, ils savent que les gens passent de l'un à l'autre et ont plus vocation à se consommer comme des side TCG, donc ils mettent en place des manières de consommer qui font en sorte que tu puisses jouer à plusieurs TCG et non pas qu'à un seul TCG. Donc je pense que même si des TCG vont être voués à disparaître dans cette nouvelle ère multi-TCG au même titre que la première, la part du gâteau a quand même tellement augmenté que plusieurs vont pouvoir survivre. Bref, j'ai fait une vidéo qui est quand même assez claire, qui parle un petit peu de tout ça. Je parle aussi du phénomène de TCG utile, qui guide les gens vers le TCG le plus populaire au détriment de certains TCG qui fitteraient peut-être plus avec ce qu'ils ont envie, mais de par le fait que les TCG, qu'ils ont l'impression que ce TCG va vivre plus longtemps que les autres, ils préfèrent du coup mettre leur bille dedans. C'est vraiment un sujet que j'ai déjà traité sur la chaîne Multi TCG et je t'envoie vers ces vidéos-là. Je pense que ça t'intéressera du coup, vu de ta question. Entre la copie et l'original, on choisit l'original, donc je pense que Magic ne doit pas gommer ses aspérités qui lui sont propres. Je suis entièrement d'accord avec toi, Luten. Je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est pour ça que si jamais j'ai envie de faire du Magic papier, je vais sur du pré-moderne, et le pré-moderne, ça a tous les défauts qui n'en sont pas, finalement, toutes les aspérités qui sont propres à Magic, mais, mais, euh, mais c'est vrai que les TCG émergents ont cette chance de pouvoir de ne pas s'entraver avec certaines chaînes que Magic a certains boulets que Magic traînera à son pied pour les nouveaux joueurs, quoi. Ce qui m'a mis sur Magic, c'est la vidéo de HAL 236, vidéo incroyable qu'on a eu la chance de voir en avant-première, notamment pour pouvoir review si jamais il y avait des choses à modifier. Comme son travail était parfait, évidemment, il n'y avait rien à dire, mais je sais pas si sur cette vidéo, on est hyper fiers avec Pell, on est au crédit de la vidéo, donc ça fait plaisir, quoi. Le limité de Magic est quand même incomparable avec les autres TCG. C'est très vrai, ENS 91. Mais je fais partie de ces gens, de ces... Oh, on est clairement... C'est un sacrilège, hein, comment on pourrait nous appeler des profanateurs, je ne sais pas, qui ne fait pas de limité, dans le sens où je fais déjà du multi-TCG et ouais, j'en fais vraiment, quoi. Je joue compétitivement, en tout cas je suis capable de jouer compétitivement en suivant le méta dans 6 TCG différents ou 7. Donc à ce compte-là, il faut que je fasse des, il faut que je fasse des choix.
Et un de mes choix, c'est de pas m'occuper du limité, quoi, parce que je peux pas tout faire. Avec la hype, Universe Beyond Magic, c'est quand même assuré un avenir plus que certain. Oui. Et encore une fois, ça revient. C'est marrant parce que c'est des vidéos, des sujets dont j'ai déjà traité, dans des vidéos en plus qui ont eu un certain raisonnement, quoi, qui s'appelle Magic a changé, avec notamment une miniature qui met en avant la collab Magic Fortnite, et où j'explique que Magic devient un peu le Fortnite du TCG, mais qu'il avait besoin des Universe Beyond et qu'il avait besoin de faire cette nouvelle mue pour continuer à vivre, notamment de par le fait qu'il y ait des TCG de licences hyper puissantes qui sortent, comme l'Orcana et compagnie, et que si Magic était resté le Magic que nous, conservateurs, je pense que je suis un conservateur dans Magic, honnêtement, c'est plus fort que moi, quoi. J'aime le Magic d'époque et j'aime moins le Magic récent, et ça vient du fait que je l'ai connu enfant et que la nostalgie est hyper puissante dans ce phénomène de conservatisme, je pense. Et donc si Magic était resté comme le Magic que nous on aimait, je pense qu'il aurait pas réussi à survivre à toute la vague multi-TCG qui arrive dans leur ensemble et capable de le prédater. Et que cette transformation Universe Beyond, pour le meilleur et pour le pire à titre personnel, pour le meilleur de manière objective et en tant que créateur de contenu, était nécessaire pour que Magic continue à exister, reste le numéro 1 et soit capable du coup de nous donner encore 10, 20 belles années. Donc ça se fait au détriment d'une certaine cohérence à laquelle on n'adhère pas, mais je suis évidemment persuadé que c'était nécessaire. Et ça, pareil, je l'explique dans une vidéo en vous donnant tous les points d'argumentation qui, euh, qui amènent ce raisonnement-là. Enfin, Wizard, ils sont pas bêtes, quoi. S'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils savent très bien que leur jeu, ils avaient des mécaniques vieillissantes sur une licence, bah, du coup, qui est moins vendeuse que Disney, League of Legends ou Star Wars, que sais-je, et ils avaient donc cette obligation forcément de se renouveler d'une manière vraiment forte, sans toucher à leur gameplay, parce que leur gameplay, c'est ce qui fait leur force. Et donc, eh ben, voilà, ils ont trouvé cette manière de Fortniteiser leur jeu, devenir un hub multi-licence et donc de profiter eux aussi du fait du phénomène de licence, mais tout en conservant leur propre jeu. Et c'est hyper malin de leur part. Les vieux boomers comme moi, bah forcément, on a envie d'aller jouer en pré-moderne. Mais en soi, voilà, encore une fois, c'est ce que je vous disais au début de cette discussion. Parfois, il y a des décisions dont tu sais qu'elles ne te sont pas favorables de manière hyper subjective, mais dont tu sais que pour le grand ensemble, pour le bien commun de Magic, c'est une bonne décision. Et je pense que Magic sans collab et sans les Universe Beyond et sans toutes les décisions que Magic prend depuis des années, je pense qu'on aurait vu un déclin assez net de Magic. Donc voilà, je suis pareil. C'est pour ça que Magic, c'est un sujet qui est hyper compliqué à aborder parce que je suis hyper partagé sur tout ça, quoi. C'est trop bien que Magic puisse continuer à exister dans 10 ou 20 ans parce que ça reste mon TCG, celui qui fait que j'ai découvert les TCG et ça sera toujours le. Tu vois, c'est comme dans tes classements manga. Dragon Ball, c'est Dragon Ball, tu vois. Il a influencé tous les autres. Tu sais que c'est pas forcément le meilleur. Tu sais que c'est pas celui qui a le meilleur développement de personnage. Tu sais que c'est pas celui qui a le meilleur scénario. Mais Sangoku, tu vois, quand t'as grandi dans les années 90, c'est ton daron, tu vois. C'est ton père, c'est la figure paternelle, c'est le. Sangoku, il est intouchable. Il a des défauts, mais il a pas de défauts à tes yeux. Ben Magic, c'est Dragon Ball. Vous voyez. Tu sais finalement qu'il y a des animés qui t'ont plus marqué parce que la narration était meilleure. Tu vois, moi, mon GOAT, c'est Naruto. Mais Dragon Ball, on touche pas. Ben Magic, on touche pas. Et pour moi, les Universe Beyond et le Magic qu'on vit actuellement, c'est Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima, Dragon Ball Heroes, tout ce qui fait perdurer la licence. Mais moi, à titre personnel, je collectionne les cartes vintage et ce qui m'intéresse, c'est Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ben, Magic, je suis un peu dans ce truc-là. Alors, par le prisme du standard, je consomme quand même le Magic récent, mais je le limite à Magic Arena. Je le fais pas en Magic papier, pour le coup. Et donc, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Donc, c'est une question complexe. Hein. Mais de toute façon, l'entièreté des joueurs de Magic, ils sont tous partagés. On sait pas tous exactement comment se placer face à tout ça, quoi. J'ai toujours l'impression de passer pour un paria quand je dis que je n'aime pas le limité. Ouais, bah c'est un des meilleurs formats de
un des meilleurs formats de Magic et un des meilleurs formats tout TCG confondu, Zift. Mais c'est pas grave en fait. On a le droit de. En fait, quand tu dis je n'aime pas le limité, tu dis pas le limité n'est pas bien. Moi, j'ai conscience que c'est un des meilleurs formats de Magic. Juste à titre personnel, je préfère me concentrer sur d'autres choses. Est-ce que le set Final Fantasy se vend bien? C'est déjà le set le plus vendu de l'histoire. Donc oui. Donc voilà, être capable de décorréler de ton avis personnel et ce qui est le meilleur pour tout le monde. Si vous avez envie que Magic existe dans encore 10-20 ans, et moi j'en ai envie parce que Magic, tu quittes jamais vraiment, quoi, tu y reviens toujours. Bah dans ce cas-là, le hub multi-licence qu'il est en train de devenir lui fait plus de bien que de mal. En tout cas, amène beaucoup de nouvelles personnes, fait une belle acquisition, renouvelle énormément de jeux, ce qui, je pense, aurait pas été le cas si jamais ils n'étaient pas allés vers là. Si on n'a jamais joué à Magic Arena, est-ce que c'est dur de se lancer en 2025? Pas trop de trucs à acheter ou de mécaniques à comprendre après 30 ans d'existence? Non, Magic Arena est bien pensé. Tu as un tuto qui est hyper simple, qui va te faire comprendre les règles hyper basiquement. Magic, c'est un jeu qui est easy to learn, hard to master. Il est très hard to master, mais il est aussi assez easy to learn. Tout le texte est marqué sur les cartes. C'est pas comme à Yu-Gi-Oh! Où malheureusement... Yu-Gi-Oh! C'est un jeu où ce que fait le jeu et ce que font les cartes, c'est pas marqué sur les cartes. Il y a beaucoup de points de règles à connaître. Dans Magic, si tu connais pas parfaitement les règles, tu vas t'amuser facilement. Sur Magic Arena, tu as des formats, donc le standard qui est limité aux 7 sorties dans les 3 dernières années. Donc non, c'est pas dur de se lancer dans Magic Arena, d'autant plus que nous on fait de la création de contenu régulière sur le jeu avec ce qu'on appelle des decks budget qui te permettent à chaque sortie d'extension de crafter des decks budget qui vont te permettre d'être amélioré vers des decks compétitifs. Donc nous en tout cas, on te donne toute la ressource. On a des tutos sur la chaîne, des decks budget. Magic Arena a un tuto in-game qui t'apprend le jeu. Oui, découvrir Magic avec Magic Arena, c'est le cheat code. Vu votre expérience, ça vous tente pas de développer un jeu? Je suis sûr que vous avez de bonnes idées, je me trompe. On a plein de bonnes idées, c'est des discussions qu'on a eu beaucoup avec PL. Je pense que PL a plus cette envie de créer un TCG que moi. Moi, je réponds toujours la même chose. Je préfère manger que cuisiner. J'ai pas, ça paraît bizarre pour les gens quand je leur dis que non, j'ai pas forcément d'appétit pour développer mon propre TCG. Les gens ont un peu cette vision de bah, c'est l'aboutissement, t'es créateur de contenu TCG, tu connais un peu tous les TCG, forcément un jour tu vas nous pondre ta sauce, tu vois. Bah, pas forcément. Il y a aussi le vertige de moi quand je vois un TCG comme Flesh and Blood, je me dis comment faire mieux. Est-ce qu'on a besoin de faire mieux? Est-ce qu'on a besoin de faire autre chose? Je sais pas. Donc j'ai des idées, on a des idées de mécanique, on a des choses qui sont déjà posées sur le papier, on a déjà discuté de tout ça avec PL, mais c'est un travail de fou actuellement, développer la belle carte et la création de contenu Val et PL, c'est du temps plein, donc on n'aurait jamais le temps de se dédier à développer un TCG. C'est pas interdit qu'un jour ça n'arrive pas, mais c'est un peu compliqué aussi quand tu développes un TCG, il faut une vision. Et avoir une vision, bah, c'est difficile de l'avoir à deux, parce qu'à deux, tu vas tout le temps mettre en place de la nuance et du compromis pour aller dans l'entre-deux qui satisfera les deux personnes. Et je pense que c'est la pire manière de designer un TCG. Un TCG, il faut que ça ait faut que c'est un parti pris, faut que c'est une proposition radicale, faut que ça soit l'âme de celui qui le crée. Et donc, du coup, ça se crée pas à deux. En fait, c'est une conclusion à laquelle on est arrivé avec PL. Si on faisait un TCG à deux, ça serait un TCG mi-figue qui embrasserait à la fois la vision de PL et la mienne. Et on n'aime pas les mêmes choses dans le TCG et c'est bien normal. Donc, puisque moi, je fais partie des gens qui préfèrent manger que cuisiner, et puisque je pourrais largement finir ma carrière sans avoir créé de TCG, je le verrais pas je le verrais pas comme un défaut. J'ai moins cet appétit de création que PL pourrait avoir, et à l'inverse, j'ai plus cet appétit d'aller manger à tous les TCG. C'est comme ça qu'on fonctionne, quoi. Donc, si jamais TCG, il devait y avoir de la part Val et PL, je pense que ça serait PL qui le créerait. J'embrasserais sa vision, quand bien même ça serait pas la mienne, et je serais plutôt bêta-testeur, équilibreur, playtesteur. J'apporterais ce qu'on appelle le fine-tuning. Euh, mais donc, pour te répondre, non, j'ai pas forcément d'appétit pour créer mon TCG. Je le vois pas comme une finalité, une fin en soi, forcément. Et si jamais ça devait arriver, je pense que ça serait plus le projet de PL sur lequel je serais collaborateur. Sur Magic Arena, comment vois-tu l'annonce de l'univers Beyond Marvel ne sortira pas vraiment, mais avec les mêmes mécanismes, avec des noms différents? Je le vois comme un truc un peu risible, malheureusement. Dans les faits, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse à Magic, je vous l'ai toujours dit, c'est le texte sur les cartes.
Et le fait qu'il n'y ait pas Spider-Man, mais un personnage qui s'appellera, j'en sais rien, Valentin peut-être, ça change pas du tout ma vie à comment je vais consommer le jeu sur Magic. Je pense qu'encore une fois, c'est plutôt de la communication. Magic aurait dû communiquer sur ça au moment où ils ont parlé de Spider-Man. Hey, salut, on a un nouveau set, Spider-Man, vous allez vous régaler. Par contre, attention, il ne sera pas dispo sur Arena. Les gens auraient moins gueulé, trouvé ça moins risible que de l'annoncer là, à 3 mois avant la sortie. Ah, au fait, vous n'êtes pas au courant? Encore une fois, Magic, c'est pas tellement l'application qui pose problème, c'est la communication. Et en vrai, il n'y a pas de sujet, on s'en fout. C'est pas grave. C'est juste que bon, ils auraient pu le dire plus tôt, quoi. Vous pensez que Wizard of the Coast paye combien à peu près pour utiliser les autres licences dans les Universe Beyond? J'en ai aucune idée. À mon avis, très cher vu le prix de Final Fantasy. La reserved list est un débat enterré. La reserved list est un débat qui n'a jamais été enterré. À aucun moment de l'histoire de Magic. C'est un débat qui ressurgit sans cesse, tout le temps. Après, est-ce que ça veut dire pour autant que la situation actuelle est vouée à changer? Je pense pas. Je pense qu'elle changera pas. Mais ça n'empêchera pas les gens d'en débattre. Tu considères que le meilleur TCG actuel, c'est Fab? Ouais. Ouais, bien sûr. Je pense c'est celui qui a ce savant mélange de une proposition à un parti pris radical, où on embrasse vraiment la vision d'un mec qui a développé son jeu, qui n'a pas eu besoin de licence pour exister, qui reprend des codes fantasy que j'apprécie, moi, qui me ramène justement à mes heures nostalgiques de Magic, avec un gameplay qui, justement, a essayé de s'écarter de la filiation de Magic, là où la plupart des TCG émergents, c'est des Magic-like sous licence, avec évidemment leur spécificité qui les rend très agréables, hein. Attention, moi je suis un grand kiffeur de Star Wars, de One Piece, de Lorcana, mais qui ont quand même cette manière d'appréhender le jeu qui vient quand même de ce système de ressources mis en place par Magic, quand bien même on en gomme les aspérités, pour ne pas dire les défauts. Flesh and Blood a cette élégance d'être singulier, de ne pas ressembler aux autres, d'avoir ses propres mécaniques, ses propres codes, sa propre rotation, son propre écosystème. Ce qu'ils n'ont pas de propre, c'est leur système de, comment on appelle ça, leur organized play, leur système de tournoi. Mais ça, ils ont juste repris le meilleur de Magic à la grande époque. Donc oui, si jamais tu fais une tier list où tu donnes des bons points en fonction de 1000 critères, comme j'avais pu le faire il y a 3 ans, bah, Flesh and Blood est celui qui coche tout, quoi. Mais ceux qui jouent à Fable le savent. C'est très difficile de trouver des vrais défauts, des défauts des défauts majeurs, des défauts d'ensemble dans ce jeu-là, quoi. C'est ce genre de jeu. Tu vois, quand je pense à un TCG comme Star Wars que j'adore, je me dis putain, trop malin, ils ont repris les mécaniques de Magic en gommant tel défaut, ça rend le jeu plus accessible, c'est hyper savoureux, cette mécanique-là, du coup adaptée au lore de Star Wars, c'est assez flavor. Je me dis putain, ils ont fait un beau travail d'adaptation, c'est malin, tu vois. Quand je pense à One Piece, je me dis, ah, Bandai, ils sont forts, ils ont pris telle mécanique de tel jeu, telle mécanique de tel jeu, ils ont fait un petit mix and twist, et hop là, ça a donné One Piece, et bah, franchement, hyper amusant, c'est du bon sucre, quoi. Première bouchée, t'es là en mode, ah, sympathique et tout, bon jeu, hyper bien pensé, un bon mix and twist de plein de mécaniques. Ah, ça, c'est la manière que j'ai de penser quand je pense à One Piece. Maintenant, quand je pense à Flesh and Blood, je me dis, waouh, le vertige du génie. Tu vois, c'est pas du tout la même appréhension que j'ai. Je me dis pas en mode ah, ils ont pris cette mécanique intéressant et compagnie, ou ah, cette mécanique de Magic elle marche bien avec l'univers de Star Wars, donc ils vont la twister pour. Non, quand je pense à Flesh and Blood, je me dis waouh, c'est du génie. Tu vois, c'est du talent pur. Je me dis comment ils ont pu penser et designer ce jeu comme ça. C'est là où pour moi Fab a ce truc génial que les autres ont moins, en fait, tout simplement. En fait, Flesh and Blood, c'est Magic en 93. Et c'est pour ça que j'ai souvent cette take où je dis Fab dans 10 ans, c'est le Magic d'il y a 10 ans, tu vois. Fab tend à devenir, je leur souhaite en tout cas, ce qu'était Magic à son climax. Et quand tu découvres Magic quand t'es jeune, tu as cette claque de putain, mais le génie, comment des mecs ont pu inventer ça, comment ils ont pu penser à ça, sans justement, il n'y avait pas de filiation avant Magic, Magic a tout créé.
Et ben, le fait que justement Flesh and Blood ait décidé, quand bien même il y a quelques filiations toujours, mais ait décidé de proposer son propre gameplay sans justement euh, embrasser les codes de Magic que la plupart des TCG embrassent, bah ça rend le jeu génial. C'est pour ça que pour moi Flesh and Blood c'est le meilleur jeu actuel, mais c'est aussi parce que c'est celui qui euh, apporte cette claque que Magic a apporté en 93. Fab propose une révolution du TCG, je pense qu'à l'avenir beaucoup de TCG vont s'en inspirer. Je sais pas. Je sais pas s'il est tellement différent, il a tellement ses propres codes. Est-ce qu'il y a des TCG qui vont s'inspirer de Fab? Je pense qu'il n'est pas encore assez connu pour que les TCG s'inspirent de Fab. Je pense que tous les TCG qui veulent faire, comment dire, un TCG flat, cool, avec une licence qui vend, il vaut mieux qu'ils s'inspirent des codes de Magic qui sont universels plutôt que des codes de Fab qui ne le sont pas. Je pense que si tu t'inspires de Flesh and Blood, c'est qu'en dans 10 ans, Flesh and Blood sera beaucoup plus haut que ce qu'il ne l'est maintenant. Là, si tu sors un TCG avec une licence, il vaut mieux reprendre les codes de Magic, tu vois, comme l'Orcana, je pense. Je pars du principe que Fab deviendra très haut. En tout cas, s'il ne le devient pas, il rentrera dans le panthéon de ces TCG qui n'ont pas survécu pour des raisons X ou Y, mais qui ont été au sommet de ce qu'on pouvait proposer. Un peu comme les gens qui t'expliquent, et probablement à raison, que Netrunner était quelque chose de sublime, de riche, d'élégant, de fin. Flesh and Blood aura au moins pour lui la puissance d'avoir marqué l'histoire. Je lui souhaite d'exister encore dans 10 ans. Il en a largement les capacités, il a déjà fait une bonne moitié du chemin. Mais il tombera pas dans l'oubli, ce jeu. Tu vois, c'est déjà devenu trop important, Fab, pour tomber dans l'oubli. Je comprends pas du tout Fab, j'ai l'impression que toutes les cartes sont des variantes de Giant Gross et Onguent Soin. C'est vrai. C'est une belle take, Master, je l'aime bien. Si je la ressors, je te citerai. Bah, c'est la vérité. Mais est-ce que c'est mal? Si jamais tout ton jeu est pensé et designé autour du fait de sublimer des Giant Gross et des Onguents de Soin. Et si sur tes Giant Gross et tes Onguents de Soin, tu as des illustrations et des illustrateurs de la qualité de ceux qui travaillent sur Magic depuis des années, qu'est-ce qui te pose problème? Mais c'est très vrai. T'as tout compris à Fab, Master. Du coup, je vois pas ce que tu comprends pas alors que t'as compris. Bah, j'ai jamais testé, donc je peux pas dire, mais ça m'attire pas du tout. Ça m'attire pas du coup. Ok. Peut-être qu'un jour, tu auras l'occasion. Après, des fois, c'est une question d'occasion. Hein. Tu es dans une boutique, tu devais retrouver un pote pour jouer à Magic et ton pote, il est pas là. Il y a un gars au fond de la salle, il a des decks Fab. Vous êtes tous les deux, vos regards se croisent. Bon, bah, on fait une game et voilà, et tu tombes dedans. Hein. Ça part de rien. Hein. Des fois, c'est juste une question d'occasion, quoi. Je me demande qu'est-ce qui crée la profondeur. Les mathématiques. C'est toujours pareil, hein. C'est une question de mathématiques. Les mathématiques qui ont été développées par Flesh and Blood, ce système de breaking points, ce savant mélange d'attaque et de défense qui te donne la sensation d'être dans le flow d'un combat, d'un versus fighting. Le fait que la plupart de tes cartes synergisent avec un héros, cette sensation, ce flavor de RPG où tu stuffes ton bonhomme et ton bonhomme est celui qui crée et qui fait les attaques ou les incantations dont tu vas te servir. Tu as vraiment cette impression d'être dans un World of Warcraft ou dans un Elden Ring par exemple. C'est ça la puissance de Flesh and Blood. Et ce qui en fait la profondeur, bah, c'est juste les mathématiques du jeu, quoi. Mais ouais, Fab, c'est un peu... dans ton deck, j'ai X itérations de croissance gigantesque. Certaines qui vont taper à plus 4, d'autres à plus 3. Certaines vont avoir des effets on-hit si jamais elles ne sont pas bloquées. Et inversement, la version défensive d'un deck de Flesh and Blood va avoir X effets onguents de soin qui vont soigner 2 dégâts mais avoir un effet de disruption, ou alors 4 dégâts mais ne pas avoir d'effet de disruption, ou alors 3 dégâts et être entre guillemets les mathématiques flat. Et tout le jeu va s'organiser autour de ce genre de mécanique et d'équilibrage là. Et grandiose, quoi. Est-ce qu'on peut tester Fab sans dépenser 1 € pour voir si le jeu nous plaît? Oui, tu peux aller sur Talichar. Après, ça reste un soft réservé aux tryharders, entre guillemets, quoi. Je sais pas à quel point tu peux lancer ta première game sur Talichar sans jamais avoir joué à Flesh and Blood. Ça me paraît un peu compliqué. Par contre, avoir un gars
qui connaît Flesh and Blood et qui veut t'initier à distance parce que vous n'êtes pas sur place avec 2 decks préconstruits ou quoi, bah, dans ce cas-là, sur Talishar, tu peux créer des salles privées et découvrir le jeu comme ça. En vrai, pour adhérer, comprendre le principe, même c'est toute une gestuelle, Flesh and Blood, tu pioches à la fin de ton tour, tu pitches tes cartes pour pouvoir en jouer d'autres, le pitch va en dessous de ton deck, ce qui amène un phénomène de fatigue. Ça se vit, hein, Flesh and Blood, c'est voilà, de chair et de sang, tu vois. C'est vraiment 2 adversaires en physique. C'est une volonté du jeu, justement, de ne pas développer de soft numérique officiel parce que ils veulent mettre en place le fait d'affronter tes adversaires en physique et tout. C'est quand même un jeu que je conseille euh, à tester en physique pour avoir toute la richesse du flow du jeu en physique. Et, euh, et à ce compte-là, bah, le tester sans dépenser 1 euro, oui, un gars dans ta boutique qui y joue et il te prête un deck, quoi. Tout simplement. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de toute cette discussion TCG. C'était large, on a développé plein de sujets, on a pu rentrer dans certains détails. Euh, Merci d'avoir échangé avec moi, d'avoir apporté vos avis. C'est toujours hyper enrichissant de pouvoir discuter avec vous sur tout ça. Et ça me donne aussi, moi, la place et l'occasion de pouvoir rentrer un peu plus en profondeur dans certains sujets dont on n'a pas forcément le temps de discuter dans les podcasts parce qu'il faut enchaîner les différentes news. Voilà, là, ça me permet d'apporter un avis peut-être plus personnel, plus précis sur ce que je pense de tel ou tel sujet. Donc, c'est toujours important, ces petites périodes de just chatting dans les différents streams Twitch.